Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode très spécial puisque nous sommes en direct au campus cyber à La Défense avec son président Geoffrey Célestin Urbain. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu aujourd'hui sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Collin. Bonjour. Alors Geoffrey, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le campus cyber ? Et oui, le campus cyber, c'est très modestement le lieu totem de la cybersécurité française. Lieu totem, il y a eu aussi une autre appellation qui est QG, le quartier général de la cyber française. Alors c'est un petit peu pompeux franchement, mais il faut retenir que c'est un endroit unique en France. C'est le lieu vitrine de la cybersécurité où on a les principaux acteurs de la filière, à la fois côté offre, côté demande. Le monde économique, le monde associatif, le monde de la recherche, des étudiants, un petit peu de tout. T'as pas d'endroit équivalent sur la cybersécurité en France. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique du campus cyber, c'est-à-dire qu'est-ce qui a motivé la création de ce lieu, quels sont les objectifs de la création, quels sont ceux qui ont été atteints et quels sont ceux que tu vas peut-être atteindre pendant ta présidence puisque tu as été élu très récemment. Ah non, j'espère, j'ai 45 minutes devant moi. Non, je vais te faire l'historique en très très rapide parce que je peux te faire l'historique des 5 derniers mois parce que c'est les 5 mois où j'étais en poste comme président, mais je vais remonter, je vais extrapoler un peu. Donc le campus est sorti de terre en 2022. C'était une initiative politique du président de la République qui voulait se doter d'une plateforme, d'un campus en fait en réalité, inspiré du modèle israélien en fait sur place à Beersheva qu'il avait visité. Tout le monde travaillait ensemble, en gros. Le privé, le public, le monde de la défense, le monde civil, les chercheurs, les startups et autres. Alors le contexte israélien est un peu particulier, hein, difficilement transplantable tel quel ailleurs, notamment en France. Mais l'idée maîtresse, c'est celle-là, c'est qu'en gros, on est très bon individuellement, et ce qui nous manque, c'est une force d'organisation commune. Et donc le projet Campus a vu le jour au tournant des années 2019-2020. Il est sorti de terre en 2022, sous la forme d'une tour à La Défense. Une tour de 13 étages qui est dans le bas de La Défense, donc vraiment collée à Paris, pas très très loin de la Seine. Et où on a réussi à rassembler entre 2022 et 2025, mon prédécesseur pour le coup, et les équipes, à rassembler à peu près 130 entités qui sont résidentes dans le campus et 250 entités qui sont partenaires dans l'écosystème du campus. Donc c'était ça la phase 1 du campus en gros. C'est 3 ans, on a réussi à monter une grande colocation d'acteurs de la cyber. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour être candidat président ? Alors 2 choses, 1 le challenge et 2 la souveraineté. Alors le challenge, moi on m'a dit que ce serait pas facile et qu'il allait falloir secouer la belle endormie entre guillemets et lui faire des trucs qu'elle n'avait pas encore fait jusqu'à présent. Et donc le challenge en gros c'est de transformer cet actif immobilier, cette communauté qu'il y a aujourd'hui un peu sur le papier, en un vrai écosystème où les gens bossent ensemble et où les gens sont contents de bosser ensemble. Et où la coopération entre les gens apporte du ROI, du retour sur investissement. Et alors le deuxième truc, parce que je vois que ça... la souveraineté, en fait, c'est le point commun entre... En gros, moi j'ai fait 20 ans à Bercy, avant de venir au campus cyber, qui est une structure privée. Et mes derniers postes à Bercy, c'était sur la défense de la souveraineté économique. Et on essayait de protéger des pépites, notamment des startups, contre des rachats étrangers un peu prédateurs. Et je me suis dit que c'était pas mal de servir à la cause de la souveraineté, pas que depuis l'administration, mais aussi du côté d'une structure privée. Et la souveraineté numérique, elle est dans toutes les têtes ici au campus. Justement, c'est ça ta vision du rôle du campus ? Ce que doit jouer comme rôle le campus dans l'écosystème cyber français, voire européen ? Ouais, c'est un des éléments de la vision. En fait, la vision, l'élément le plus basique et le plus prioritaire, c'est vraiment écosystème. C'est-à-dire qu'il faut que le campus soit fidèle à son ADN. Et son ADN, c'est de rassembler des gens pour apporter une valeur qui aujourd'hui est invisible, qui est la valeur qui unit tout le monde, qui est la valeur de la collaboration. Et dans ce pays, ça a une valeur, ça, pour le coup. Il y a plein de petits génies. Il y a 65 millions, un petit peu plus de petits génies, mais si on avait la force d'organisation de l'Allemagne, du Royaume-Uni, etc., et c'est quelque part ce manque que vient combler le campus. Donc, vision number one, la priorité, c'est transformer ce lieu en un écosystème vivant, vibrant, etc. Et l'autre élément de la vision, c'est effectivement une vision qui est politiquement engagé, qui est de dire on est un opérateur de la souveraineté. Donc on ne peut pas complètement ignorer cette grande problématique, surtout en 2025, qui est que le marché de la cybersécurité, comme plein d'autres domaines, c'est pas très original,
est essentiellement trusté par des acteurs extra-européens. Et donc, il y a toute une partie de la valeur de la cyber-résilience qui nous échappe, et c'est d'autant plus stupide qu'on a des boîtes formidables en France. Des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, et tout ce que vous voulez. Concrètement, comment est-ce que tu fais? Je te poserai aussi la question de, en gros, ton plan sur cette année, sur les 2-3 prochaines années, mais comment tu fais concrètement justement pour arriver à tous ces objectifs. Je sais que quand on est arrivé au campus au tout début, il y avait par exemple des groupes de travail qui ont été montés sur des sujets hyper intéressants. Moi, j'avais bossé sur celui des vulnérabilités avec un groupe de travail, un livre blanc qui en est sorti. Il y a eu d'autres livres blancs de ce type-là. C'était hyper intéressant. Sauf qu'en fait, ça a duré le temps, on va dire, de la première année et demie, et après, plus grand-chose. Donc concrètement, comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors déjà, en ayant une roadmap claire avec des priorités, parce que si tu n'as pas de roadmap claire, c'est difficile de mobiliser les gens, d'autant qu'ils sont déjà mobilisés, tu vois, sur le sujet que tu prenais en exemple, les VUL ou les sujets de cyberdéfense ou l'IA et la cybersécurité. En fait, on est en présence d'experts qui sont déjà ultra sollicités par ailleurs, par des associations, par des travaux parallèles. Et donc, l'enjeu pour le campus, c'est quelque part à la fois d'entretenir un peu le foisonnement d'initiatives, parce que c'est bien, ça vit, mais aussi d'avoir des priorités assez claires autour desquelles on mobilise les membres. Et donc de se dire, ben voilà, en 2026, il faut faire des choix. On a peut-être 4-5 thématiques ultra prioritaires sur lesquelles vraiment on met les feux, et on s'y tient. Parce que le risque après, c'est que si tu fais plein de trucs, tu te disperses, tu crées des fronts de concurrence où tu as des gens qui vont te dire à juste titre, vous êtes gentil, mais nous on a déjà fait ça, ou on bosse dessus. Donc les gens vont s'interroger sur la valeur ajoutée du campus. Donc on cible, et tu as des thématiques qui sont complètement incontournables, évidemment. Tu as le sujet de l'IA sous 3 coutures différentes, c'est-à-dire quel est l'impact de l'IA sur les systèmes de cyberdéfense des entreprises, dans quelle mesure il faut les adapter, dans quelle mesure il faut incorporer de l'IA pour se défendre face à l'IA. Tu as évidemment le sujet de comment cybersécuriser le déploiement de l'IA en entreprise, qui devient une zone de vulnérabilité aussi, notamment l'IA agentique. Et tu as un troisième sujet qui commence à poindre un petit peu, qui n'est pas strictement cyber, mais qui est intéressant, qui est le sujet de la sécurité des algorithmes eux-mêmes, où tu fais rentrer des sujets de sécurité nationale, des sujets d'alignement civilisationnel, etc. Donc ma réponse un peu long, mais plus short, c'est de se concentrer avec une roadmap claire, qui soit lisible avec des actions concrètes et une transparence sur les résultats. Aujourd'hui, moi, je m'engage sur un contrat avec les résidents et avec les membres. Et un contrat, ça se mesure, et donc c'est un peu la magie de la transparence et de la redevabilité. Un président doit être responsable aussi de ses actions. Voilà. Fédérer un écosystème dans lequel il y a des concurrents, et en plus des concurrents gaulois, est-ce que c'est pas un peu ambitieux? Enfin, moi, je vois les gens qui sont concurrents entre eux, jamais de la vie ils coopèrent. C'est un peu une des complexités de l'objectif de la fédération que cherche à faire le campus. Comment on peut y arriver? Ouais, tu as raison, Hervé. C'est ambitieux, c'est dur, évidemment. Ça, c'est l'aspect le plus, peut-être pas le plus problématique, mais qui interpelle le plus. En fait, moi, ce que je vois, il y a évidemment de la concurrence, faut pas le nier, mais je vois surtout un gros réservoir de collaboration possible. Il n'y a pas que des concurrents. C'est un prisme possible, mais il n'y a pas que des concurrents. Un exemple de pas concurrents qui ont intérêt à bosser ensemble, c'est typiquement la start-up qui rentre sur le campus. En fait, normalement, elle doit avoir une bonne partie de son avenir économique qui est déjà pratiquement jouée par le fait qu'elle bénéficie à plein de l'effet écosystème. La start-up, elle va trouver sur place des équipes de chercheurs publics, INRIA, IMT, CEA, CNRS, etc., qui vont lui apporter un regard un peu de recherche académique, du genre tu te mets là-dessus, mais est-ce que ça a vraiment du sens en termes de R&D ou autre? La start-up, elle va trouver sur place des grandes directions cyber, des grandes boîtes du CAC 40. Donc c'est assez génial comme banc de test d'une certaine manière de ces produits. Et elle va trouver aussi sur place des PME et des ETI qui vont pouvoir lui raconter un peu leur chemin et ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut mettre en place. Et sur les concurrents, moi je fais toujours le pari qu'entre concurrents, il y a de la concurrence, mais il y a aussi des endroits où la collaboration a du sens. Et justement, le campus peut faire émerger des solutions de place à des problématiques qui dépassent les concurrents. Typiquement, des concurrents, ils sont concurrents jusqu'au jour où ils comprennent que leur intérêt est de se marier. Donc il y a aussi ça sur le campus, c'est-à-dire la consolidation de l'offre. Quand tu as 2 startups concurrentes, tu as aussi 2 égos et c'est compliqué. Au-delà de ça, Hervé, là où je modère un peu ton propos, c'est que, alors encore une fois à titre personnel, mais il y a plein de sujets où je collabore entre guillemets avec des concurrents sur de l'associatif, sur des présentations, des tables rondes, des choses comme ça, où on travaille ensemble sur entre guillemets des problématiques qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus larges que juste notre concurrence. Effectivement, au quotidien, on est concurrents, mais sur des thématiques beaucoup plus larges, on en vient à collaborer ensemble, à travailler ensemble pour traiter des sujets qui sont plus larges que juste notre simple concurrence.
Tu as aussi des sujets sur lesquels il n'y a pas de... Je suis tout à fait d'accord avec Vladimir. Tu as des sujets où tu n'as pas nécessairement de concurrence, mais tu as un espèce de ping-pong malsain de renvoi de la balle entre acteurs. Le sujet de la souveraineté, c'est un petit peu ça. Tu as en gros, les directions cyber, qu'on appelle un peu pompeusement les bénéficiaires, les utilisateurs finaux qui vont dire « Moi, j'aimerais acheter davantage de solutions françaises et européennes, mais je ne peux pas parce que, en gros, je n'ai pas un choix aussi important, l'offre n'est pas au niveau, je ne peux pas la passer à l'échelle au niveau international et autres. » Et du côté de l'offre, des gens qui vont dire « Vous n'êtes pas assez patriote. » Donc, tu as une espèce de ping-pong comme ça qu'un lieu comme le campus peut aider à dépasser, justement, en commençant par objectiver la situation. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêche fondamentalement des RSSI, de groupes français et européens, de basculer davantage vers des solutions de cyber françaises et européennes. Et alors, on pourrait avoir des réponses en 2 heures, on a une petite idée, mais le sujet, c'est se mettre d'accord sur les raisons qui bloquent et travailler ensemble sur ces raisons pour arriver à les lever les unes après les autres. Ces verrous. Tu penses que le campus peut vraiment avoir être un levier là-dessus et vraiment avoir de l'influence ? Ouais, je pense. Ne serait-ce que pour déjà objectiver le constat, c'est-à-dire c'est quoi le chiffre en fait. Aujourd'hui, on est bien embêté. Ça, on le voit déjà, le constat, faisant partie d'une start-up. On le voit, mais il n'y a pas de... C'est marrant parce qu'il n'y a pas de... Enfin, tous les cas, moi, j'en ai pas connaissance. Un chiffre qui fasse complètement autorité sur la cybersécurité européenne, c'est 10% de part de marché ou 15% de boîtes cyber européennes. Alors moi, je connais des acteurs qui connaissent leur part de marché. Et il y en a un justement qui m'a dit, mais finalement, le pays sur la planète sur lequel j'ai la plus forte part de marché face à mes concurrents américains ou israéliens, c'est pas la France, alors que je suis français, c'est la Pologne. J'avais été très surpris de l'information. Moi, ce que je pense, c'est que pour justement que ça profite, les RSSI aujourd'hui sont largement contournés par leur direction générale. Lorsqu'un RSSI fait un choix souverain, il est très souvent contourné par sa direction, qui, elle, est influencée par des acteurs avec un niveau de marketing et de lobbying qui dépasse totalement les moyens d'un acteur européen. Là, oui, peut-être Campus Cyber peut aider à dire aux chefs d'entreprise, non mais ne cédez pas aux sirènes des grands acteurs planétaires. Voyez que toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, elles sont chez l'acteur souverain. Ouais, nous, on peut aider à débloquer ce type de perception, sachant que le fait que le campus cyber soit un lieu vitrine nous permet aussi d'adresser cette couche-là de décideurs, c'est-à-dire des CEO, des directeurs généraux délégués, des secrétaires généraux. Donc de ne pas uniquement parler au RSSI et au DSI, parce qu'à la fin, tu as raison Hervé, des décisions aussi engageantes en matière numérique, vu la place prise par le numérique dans les entreprises, ce sont des décisions qui, in fine, doivent être au minimum backées par le CEO bien souvent. Y compris des décisions de migration où tu bascules, tu changes complètement d'univers. Si tu veux passer d'un univers américain à un univers plus français ou plus européen, c'est des décisions engageantes. Donc, et le RSSI ne peut pas le faire tout seul. Et donc, à un moment donné, il faut que la couche, entre guillemets, supérieure de gouvernance soit sensibilisée et prête à assumer. Et assumer le coût, mais assumer les bénéfices, parce que bien souvent, c'est un peu asymétrique, c'est-à-dire que vu de l'acheteur, c'est toujours perçu comme étant plus risqué et plus coûteux de basculer vers du souverain, alors qu'en fait, tu as des bénéfices cachés à le faire. Ces bénéfices sont cachés et là encore, ne sont pas objectivés en termes d'indépendance techno, en termes de moindres factures pour éviter les augmentations de prix qui ont été décidées par les acteurs américains ces derniers temps, en termes de souveraineté de ta donnée, tout ça, ça a des bénéfices. Ouais, c'est la phrase américaine, on n'a jamais viré quelqu'un qui a choisi IBM. Ça a été tout le temps, hein. Tu choisis IBM... Même si ça ne marche pas, tu n'as aucun problème. Tu choisis autre chose qu'IBM. Si ça ne marche pas, tu prends tout sur la figure. Je pense que Nice 2 est une opportunité justement de faire venir les dirigeants à la cyber et donc au campus cyber, parce que le lieu est suffisamment emblématique pour qu'ils acceptent de venir et donc d'agir dans ce sens-là. Ouais, c'est un des projets de la roadmap, c'est d'être prêt en fait. Quand la directive aura été transposée, la directive Nice 2, il n'y a pas de doute qu'elle le sera et que les obligations s'appliqueront, que le campus puisse accueillir en fait toutes les entités, PME et collectivités locales en particulier, qui vont devoir se conformer à cette directive et qui, pour la majorité d'entre elles, ignorent complètement de quoi ils retournent, qu'est-ce qui va leur tomber sur la figure, etc. Et elles vont chercher des lieux repères en fait. Et assez naturellement, le campus, et d'ailleurs les campus régionaux, parce qu'on n'est pas qu'un campus national ici à la Défense, on a des partenaires régionaux, sont assez naturellement configurés pour proposer un ensemble de services à ces entités-là.
Et c'est des services qui vont de l'entraînement à la crise jusqu'à l'accès à des ressources en source ouverte tu vois, typiquement des guides d'hygiène à la cybersécurité, etc. Tu as un maquis de choses aujourd'hui. Donc le campus peut être aussi l'endroit où on trouve tout ça facilement. Marketplace et puis de la ressource assez simple de sensibilisation. Tu parlais de ta roadmap. Est-ce tu peux en dire 2 mots là ou c'est un peu tôt ? Elle va passer bientôt par les instances de gouvernance officiellement, mais je peux vous en dire quelques mots. Donc en fait, on a décidé de séquencer la roadmap en 3, puisque c'est 3 années de mandat, 2026, 2027, 2028. 2026, une priorité majeure, c'est la transformation du lieu totem en écosystème. Donc on va mettre vraiment les feux sur l'intérieur de la maison commune et vraiment décupler l'orchestration des synergies, des complémentarités, des projets, des coopérations entre acteurs. Ça va être la priorité number 1, avec un événementiel aussi sur le campus. Le campus est un lieu d'événementiel qui va être bien reboosté. Donc ça, c'est priorité 2026. On va commencer à faire un peu d'européen. 2027, il va y avoir, ce que disait Hervé, la plateforme Nice 2 pour accueillir les entités Nice 2 dans un parcours d'accompagnement. Il va y avoir aussi un nouveau dispositif d'accompagnement des startups qui se créent en cybersécurité, qui aujourd'hui ont sur le campus un incubateur, Cyberbooster. Mais l'incubateur fait de l'incubation et l'idée, c'est de lui apporter des briques complémentaires, un peu plus amont dans le stade de la création des startups et puis un peu plus aval pour accélérer les startups qu'on aura incubées. Donc en fait, il manque cette chaîne d'accompagnement intégrale et on veut la mettre en place en 27. Et puis une autre priorité de 2027, c'est de transformer le campus en une plateforme d'innovation ouverte. Et aujourd'hui, le campus a un joli plateau technique, mais ce n'est pas un plateau technique qui est complètement gréé pour servir de banc d'essai à des expérimentations de produits, de services, etc. Donc voilà, 2026, 2027 et 2028, on fera le bilan de tout ça et on verra si ça aura marché, j'espère bien. Je précise la question de Vlad. Est-ce que le bar du campus va rouvrir ? Est-ce que le bar du campus va rouvrir ? Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà, je cherchais à me triturer la tête, mais il faut que ce soit dans tous les cas, ce n'est pas une réponse à la question, mais un endroit convivial où on se sent bien et où en particulier la jeunesse se sent bien. Il y a plein d'écoles de formation et je pense que le renouveau du campus aussi passera par l'appropriation du lieu par la jeunesse. Voilà, c'est un campus. Dans l'esprit, il faut que ça soit aussi un campus. Ce n'est pas juste une tour de 13 étages. Et pour que la jeunesse s'y sente bien, il faut que ça soit un endroit convivial. Donc on va travailler là-dessus aussi. Je précise pour les auditeurs, c'est ouvert tous les jeudis soirs. C'est très agréable et très sympa. D'ailleurs, en parlant de campus, il était question de se renommer, puisqu'en fait le terme campus à l'étranger laisse à penser que c'est une école en fait ou une université. Est-ce que c'est encore dans les cartons ou est-ce que... Pas tout de suite, franchement, on a plein d'autres priorités que de faire du renommage et ça nous obligerait à revoir les statuts et tout. Et franchement, on a mieux à faire dans l'immédiat que de faire ça. Moi, je pense que l'appellation n'est pas bloquante pour faire tout un tas de choses. La première chose à faire, c'est d'éviter de réduire le campus à sa dimension immobilière. Donc ça, c'est clairement le projet. Mais aussi, paradoxalement, et c'est un peu contradictoire, mais de considérer que le campus doit aussi être un campus dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Et il faut renouer avec cet état d'esprit campus. Donc pas de changement d'appellation, mais être à l'honneur, remettre à l'honneur l'ADN du campus, qui est d'être un campus au sens aussi circulation d'idées, de jeunesse, etc. Si le bar réouvre, tu verras qu'il y aura vite une ambiance campus. Effectivement, il y a l'afterwork, Hervé avait raison, l'afterwork tous les jeudis dans un bâtiment juste au pied du campus, qui appartient au campus aussi, le Comet. Ouais. Merci Hervé d'y avoir pensé, j'avais zappé. Est-ce qu'on peut rejoindre le campus aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez de la place dans les bureaux ? Est-ce que vous acceptez des nouveaux membres ? Est-ce qu'on peut avoir des badges ? Ou est-ce que vous êtes à saturation et du coup, vous devriez penser à déménager ou construire une nouvelle tour ou... Écoute, on n'est pas loin de la saturation, mais on a encore un petit peu de marge, ce qui nous permet d'être encore accueillants, notamment en direction des entités européennes. Parce que depuis que j'ai pris mon petit bâton de pèlerin en allant à Berlin, en allant aux Pays-Bas, ça va très vite en fait. Dès que tu fais un petit peu plus connaître le campus dans d'autres écosystèmes, assez rapidement, tu as d'autres boîtes qui viennent te voir en disant bah tiens, je suis allemand, je suis néerlandais, ça m'intéresse, la souveraineté, etc. Est-ce que vous accueillez des Européens ? Et on leur dit bien sûr, il faut jouer la carte de l'Europe et pas juste sur le papier. Donc c'est possible d'entrer. Je pense par contre qu'on va être de moins en moins accueillant, je le dis comme ça, mais de plus en plus sélectif en tous les cas, pour savoir qui on veut vraiment, parce que là on a la base. Mais pour le dernier kilomètre, il faudra bien définir quels sont les acteurs qui nous manquent précisément. Et on va arriver très vite à saturation.
Quand tu dis entrer au campus, c'est entrer en tant que locataire, pas entrer au capital comme l'ont fait un certain nombre d'entreprises et d'entités précédemment. Ouais, il y a plusieurs modalités. Tu peux être membre actionnaire mais pas résident. Tu peux être résident mais pas membre actionnaire. Et tu peux être partenaire aussi. Le partenaire, il met les pieds sur le campus 2-3 fois par an. Il paye en fait une forme de contribution financière. Voilà. Oui, il y a plusieurs statuts possibles. Qui sont plus ou moins simples administrativement parlant, parce que pour rentrer au capital du campus, c'est assez lourd. Non, mais que les auditeurs sachent bien que même le jour où il n'y aura plus de place pour être physiquement dans le bâtiment, il y aura toujours de la place pour rejoindre le campus. Absolument, et on sera, je parlais d'accueil au sens physique du terme, hein. Même sur l'aspect physique, en fait, tu as les campus régionaux qui se structurent et qui ont vocation à accueillir aussi des boîtes de la cyber dans leur échelon territorial. Et effectivement, nous, si le campus, imaginons un campus plein à 100%, on trouvera des modalités autres, je pense, pour associer d'autres partenaires à l'écosystème. Je vais rage-bait Hervé, mais si on fait venir des Allemands ou des Hollandais, il va falloir parler anglais au campus. Ouais, tu as raison. Ça, c'est un retour qui a été fait, mais bon, moi, j'ai pas du tout honte que ça soit. On est en France, on est à 90% des mètres carrés, on est entre Français, donc c'est absolument normal qu'on parle français. On peut être à l'aise là-dessus et j'ai pas envie de me défendre. Mais effectivement, si ça devient un campus un peu plus européen, il faudra réfléchir à basculer certains contenus, notamment événementiels, en anglais. Ça fait partie de la stratégie d'attractivité. C'est normal. C'est normal tant que ça reste pas majoritaire. J'ai une petite question sur les années qui vont venir. Donc là, c'est pour 3 ans. Prolongeons un petit peu en disant que tu vas être prolongé jusqu'à 2030. Ça ressemblerait à quoi, selon toi, le campus en 2030? Et sans tricher en lisant le sommaire du livre blanc Horizon 2030 qu'on a fait au début du campus. C'est dur de se projeter en 2030 parce que moi, mon mandat va jusqu'en 2028. Donc j'aime bien la question un peu gourmande. C'est vachement sympa. Tu viens de me rajouter 2 ans. Faudrait que je demande au conseil d'administration en 2028, mais en fait, je l'imagine de manière assez différente d'aujourd'hui. C'est-à-dire, alors, la constante qu'on attend, c'est une tour remplie avec une file d'attente, en fait, idéalement, de gens qui voudraient rentrer parce que, voilà. Différent au sens où je pense qu'il y a les investisseurs d'origine, les membres fondateurs ont mis aussi de l'argent pour soutenir l'initiative, qui avait une forte résonance politique, et aussi pris un ticket pour voir. Et je pense qu'en 2030, le campus qu'on doit livrer à ses membres fondateurs et aux adhérents de manière générale, c'est un campus où les gens sont investis par adhésion. Pas par adhésion financière, mais par enthousiasme et par conviction que là, vraiment, à cet endroit-là, il se passe des choses uniques. Oui, que c'est là que ça se passe. Ah, exactement, c'est là que ça se passe. Et c'est là qu'il se passe des trucs que tu ne vois pas ailleurs. Et donc ça, pour moi, c'est ça, 2030. Et le juge de paix, quelque part, je pense, c'est que l'État se dise, en 2030, peut-être même avant, je l'ai mis dans le roadmap en 2028, waouh, ce qu'on a fait sur la cybersécurité, c'est un laboratoire de ce qu'on devrait faire sur le numérique de manière générale. Et donc, on utilise le campus cyber comme un vrai campus du numérique de confiance. Ça, ce serait une reconnaissance royale. Donc, tu as beaucoup parlé de l'écosystème industriel français, des étudiants. Il y a un troisième pied du tabouret, je ne sais pas si c'est une expression valide, les associations qui sont nombreuses en France, puisqu'on aime bien les structures associatives. Quel rôle elles ont dans le campus actuel et futur ? Bon, d'accord, cette question est un petit peu partisane, parce que je suis moi-même membre de plusieurs associations, mais... C'était obligé de les nommer, là. Tu peux, parce qu'elles sont membres du campus, donc on est hyper inclusif. Ouais, tu peux nommer le CIR, qui est membre du campus. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup d'associations qui sont membres du campus. Il y a même dans la gouvernance du conseil d'administration du campus, il y a un collège des associations. Et nous, on en est très heureux parce que ça nous donne la possibilité, quelque part, de changer un petit peu la logique habituelle de l'écosystème cyber ou autre. C'est de se dire, au fond, le campus n'a pas vocation à être une association de plus qui va manger sur les terres des autres associations. Chaque association a son ADN, a à son couloir de nage, a sa légitimité. Et donc, on a adopté, il y a à peu près une quinzaine de jours, un engagement très fort avec les associations, tous ensemble, autour d'un principe de non-concurrence, de co-valorisation, co-branding en mauvais anglais et en mauvais français, co-branding. Une association qui est membre du campus, quand elle met en œuvre une initiative qui concourt à la roadmap du campus, tout le monde est ravi en fait, l'assoce, et puis nous. Il n'y a pas de raison de se taper dessus en mode « Ah oui, tu as fait ce que j'aurais dû faire », etc. Donc, non-concurrence, subsidiarité et complémentarité. Soutien mutuel.
Soutien mutuel, c'est un beau terme aussi, soutien mutuel. Dès lors que ça concourt aux objectifs globaux de l'écosystème, voilà, c'est d'incarner un dépassement, quoi, parce qu'il y aurait franchement matière à le faire autrement et à se dire non, mais attends, moi je suis sur le campus, je vais la jouer en mode un peu King of the Kingdom, et donc je vais m'occuper de ça, ça, ça et ça. En réalité, c'est un écosystème qui est tout sauf vierge, il y a déjà beaucoup de monde qui fait beaucoup de choses vraiment très chouettes, et donc l'idée c'est d'être une caisse de résonance et d'amplification de tout ça. C'est du bon sens au bout d'un moment, hein. On n'est pas non plus Crésus, donc on n'a pas non plus 1 milliard à mettre sur la table pour dire je refais tout ce que les autres font, ça n'a pas de sens. Donc logique collaborative, et ça, on pourra le tester le jour où il faudra renoncer concrètement à une action qu'on aurait portée nous et qui est mieux faite ou déjà faite par une autre association. Et on a des exemples qui arrivent où on va faire le choix de ne pas faire, parce que ça c'est un choix louable. On ne fait pas parce que quelqu'un d'autre le fait déjà très bien. Voilà. Alors, on a déjà couvert pas mal de sujets, mais en mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais apporter comme information, breaking news pour nos auditeurs, message, je sais pas. Info, breaking news, je sais pas, mais un message fort qui est en synthèse. Qui que vous soyez comme acteur de la cybersécurité, n'ayez pas de scrupule à utiliser le campus comme votre pierre de touche naturelle, puisque voyez-le vraiment comme une plateforme de service au service de l'écosystème cyber dans son ensemble. Il y a un peu de tout au sein du campus, différents univers représentés. Le campus est au service de ses membres et au service de son écosystème. Donc, franchement, allez-y, utilisez-le comme tel. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange passionnant. Merci beaucoup. Merci aux contributeurs qui étaient présents physiquement aujourd'hui. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.